Déjà bonjour, merci d'être ici. Donc moi je suis un astronome amateur, je suis étudiant aussi et j'ai deux passions, donc l'astronomie et la mythologie. Et ce qui est bien, c'est que je me suis rendu compte que c'était lié. La mythologie, en fait, enfin les constellations, on les connaît depuis des milliers d'années. Alors à la base, toutes les civilisations avaient leur propre constellation et celle qu'on a retenue, en fait, c'est celle qui était récurrente parmi les civilisations. Par exemple, les Incas avaient leur propre constellation et on connaît tous les constellations au moins du zodiaque chinois, le lion, le dragon, non pas le lion justement, le rat, donc voilà. Euh, pour le zodiaque, pour les signes du zodiaque, alors les signes astrologiques notamment, c'est on a dit qu'à cette période-là, on était par exemple Scorpion en novembre, parce que le Soleil, à ce moment-là, est dans cette constellation-là. Alors aujourd'hui, c'est plus vrai. Ça se démontre facilement dans les planétariums, vous pouvez leur demander. Euh, donc voilà. Moi, je vais vous parler vraiment de quelques constellations. Déjà, on va commencer par la petite et la grande ours, parce que c'est les constellations souvent que tout le monde connaît. On les a tous au moins observées. C'est la grande ours, c'est la plus visible, et la petite ours, elle est importante parce que la queue de la petite ours, c'est l'étoile polaire. Donc, je vais commencer avec plus un conte, donc qui est tiré en fait des livres d'Ératosthène surtout et des contes homériques. Je dis pas Homère parce que Homère, c'était pas une personne, c'était un groupe de personnes qui ont propagé en fait énormément de mythologie dans l'Antiquité et qui n'ont jamais écrit. Homère, c'était à l'oral. Il se baladait de ville en ville. Moi, je vois Homère comme un groupe de troubadours. Alors, c'est peut-être pas la bonne interprétation, mais c'est comme ça que je le vois. Donc, la petite et la grande ours, ça vient. Donc là, ça sera surtout Ératosthène. Après, on verra surtout plus tard, je vous dirai quand je changerai, parce que vous verrez que j'ai plein de versions. On ne parlera jamais de la petite ours et d'Arcturus en même temps, parce qu'ils sont tirés de la même personne. Donc, on va parler de Callisto. Alors, Callisto, c'était une nymphe d'Artémis. Alors, je suis désolé si je bégayais. J'ai pas l'habitude de parler en conférence. C'est ma première conférence, donc voilà. Je vais faire aussi beaucoup de. Vous allez voir, hein, c'est une catastrophe, mais il faut que je m'entraîne. Donc, Callisto, c'était une nymphe d'Artémis. Donc, Artémis, c'est la déesse un peu de la chasse. C'est la vierge chasseresse. C'est pas facile à dire. Euh, Donc Artémis, donc une nymphe, fait vœu de chasteté. Euh, Parmi les enfants, vous savez tout ce que c'est qu'un vœu de chasteté? Oui. C'est quand tu jures de rester vierge jusqu'à ta mort. C'est-à-dire que tu n'auras jamais de relation sexuelle. Euh, donc Callisto, c'était une des nymphes préférées d'Artémis. Et euh, Et malheureusement, comme elle était très très belle, il y a un dieu qui a été séduit par sa beauté, c'est Zeus. Alors Zeus, vous le connaissez sûrement tous, hein, c'est le dieu des dieux. Et c'est aussi un dieu qui avait une fâcheuse tendance à tromper sa femme Héra. Et vous allez voir, Héra, elle a toujours le mauvais rôle, dans le sens où elle se fait tromper, et dans la mythologie, c'est toujours elle qui a le mauvais rôle, elle va donner des malédictions aux amantes de son mari. Voilà. Donc Zeus, il a été séduit par Callisto et selon les versions, il l'a séduit et il a eu un enfant avec Arcas. Alors la version qui revient le plus, c'est qu'il l'a violée. Zeus, dans la plupart des contes, n'a jamais eu vraiment d'amante consentante. Voilà, bon après les Grecs étaient un petit peu particuliers sur le sexe, on va pas se mentir. Et de cette liaison est né Arcas. Mais d'abord, Artémis a remarqué les rondeurs de Callisto quand elle l'a invité dans ses bains. Et elle s'est dit, ton vœu, tu l'as rompu. Et donc elle l'a chassé. Elle l'a chassé des nymphes. Et Callisto s'est retrouvée toute seule, sans rien. Donc Arcas est né, son fils, et Callisto l'a confié à son grand-père, enfin, au grand-père Callisto a confié
Arcas à son père Lycan. Donc Lycan, on en reparlera, parce que je pense que c'est un nom, au moins le mot vous dit quelque chose. Ah oui, mais c'est autre chose. La lycanthropie. Ouais, on peut voir, voilà. On verra ça tout à l'heure, on en reparlera. Callisto, du coup, s'est enfuie un petit peu, elle est allée dans une forêt, mais voilà, je vous le disais, elle avait le mauvais rôle. Héra la retrouve et la change en ours. Donc les années vont passer et Arcas va devenir un grand chasseur. Et comme Lycan n'a pas d'autre descendance que Callisto, il est censé devenir roi. Arcas, il va aller chasser un jour et il va tomber sur une ours. Alors vous l'avez deviné, c'est sa mère. Il va tomber sur l'ours et tout d'un coup, il va vouloir, comme d'habitude, le chasser. Et au moment de tirer, l'instinct fait qu'il ne peut pas tirer. Alors en fait, cet instinct, c'est Zeus qui empêche Arcas de tuer sa mère. Ça évitera un drame familial. Et mieux que ça, alors là, vous allez voir que la logique est un peu bizarre. Il transforme Arcas en un autre ours, plus petit, puisque c'est le petit de l'autre ours, les prend par la queue et il les envoie dans le ciel. D'où la petite et la grande ours qui sont proches. Alors Héra voit ça, elle voit que Zeus, au lieu de punir Callisto et de la laisser mourir, elle voit que Zeus a sauvé son ancienne amante. Et elle va voir Thétis et Océan, donc dieu des mers et des océans, et leur demande de chasser Callisto et son fils de la mer. C'est pour ça que la petite et la grande ours ne se couchent jamais, ne vont jamais dans la mer. Alors vous allez me dire, oui, la logique fait que Zeus aura mieux fait de changer Callisto en humaine. Ça aurait été plus logique. Mais bon, c'est la mythologie. La logique n'est pas toujours respectée. Une autre version est que Arcas a quand même tué sa mère. Voilà, ça c'est les contes homériques. Donc il tire sa flèche et l'ours meurt. Zeus voit ça, reconnaît son ancienne amante et l'envoie dans le ciel pour que tout le monde puisse se souvenir d'elle. Arcas devient roi. Il devient un grand roi. Il fonde le royaume d'Arcadie, donc qui est en Grèce. Et à sa mort, pour protéger sa mère d'Héra, Zeus transforme Arcas en une étoile et c'est Arcturus. Et c'est pour ça que la grande ours, si on suit la fin de sa queue, on tombe toujours sur Arcturus. Une autre version, alors celle-là elle est un peu trash, je suis désolé pour les enfants, voilà. Arcas apprend que Callisto est morte juste après ça et il veut se venger de Zeus. Déjà parce à cause de Zeus, Callisto a été chassé des nymphes d'Artémis. Donc, il invite Zeus manger chez lui. Et Zeus accepte. Il va voir les humains sous sa forme humaine. Et il mange à la table du roi. Mais il se rend compte que ce qu'il mange, c'est son petit-fils. C'est son fils. Donc, il redonne à Arcas une forme humaine et change Lycan en loup. D'où la lycanthropie. Ça vient de là. C'est le fait de se transformer en loup. Donc, c'est un mythe un peu moyenâgeux. Et c'était aussi une des sources dans laquelle on voyait un homme un peu différent des autres, avec une mâchoire qui rappelle celle des loups, un peu longue. Hop, on les brûlait. Donc ça vient plus du Moyen-Âge que de la mythologie vraiment gréco-romaine. Donc voilà le mythe de la grande et de la petite ours. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Hop. Voilà, donc ça c'est Héra, celle qui a toujours le mauvais rôle. Et maintenant on va parler des saisons. Alors les saisons, ça n'a plus rien à voir, on parle de Déméter. Donc Déméter, c'est la déesse de la culture et des moissons. Sans elle, tous les hommes seraient morts de faim parce que plus rien ne pousse, donc les animaux meurent parce qu'ils n'ont plus rien à manger, et après on n'a plus rien à manger nous. Donc Déméter, elle avait une fille, Perséphone, une des femmes les plus belles du monde, et une des plus grandes créations de Déméter, qu'elle considérait presque comme sa fille, c'est une plante, le narcisse, ou la narcisse. Bonne question. Le narcisse.
Donc le Narcisse, qui était en fait un peu du coup la seule rivale pour Perséphone, qui dans une jalousie extrême l'a coupé, et à ce moment-là, la terre s'est mise à hurler et il y a eu un tremblement de terre. Alors vous allez voir, j'utilise souvent le passé comme c'était vraiment, comme si c'était vrai ce que je racontais. Je sais que c'est de la mythologie, hein, il n'y a pas de souci. Donc Perséphone coupe cette fleur et un tremblement de terre et une grande crevasse se forme. Cette crevasse, elle va jusqu'aux enfers, et des enfers surgit Hadès. Alors Hadès, dieu des enfers, il est réputé comme quelqu'un de très malin. Et il enlève Perséphone, qui, au moment où il repart dans les enfers, hurle. Déméter ne voit pas qui a enlevé sa fille, mais elle entend sa fille hurler. Et comme elle ne trouve pas Perséphone, Déméter se rend compte que sa fille a été enlevée. Donc elle la cherche, et elle va voir Zeus. Elle lui dit, si ma fille ne m'est pas rendue, plus rien ne poussera et tous les hommes mourront. Donc Zeus, il est obligé d'accepter. Il est obligé, lui, il le sait que Hadès a enlevé sa fille. Et il envoie Hermès, donc le messager des dieux, aux enfers pour qu'il aille chercher Perséphone. À la surprise de tout le monde, Hadès, il accepte. Il accepte, mais il offre à Perséphone une grenade. Alors pas une grenade qu'on lance pour tuer les gens, une grenade le fruit. Et pour le remercier de la libérer, même si c'est un peu bizarre de remercier un ravisseur de le libérer, elle en mange une partie, elle mange un grain. Évidemment, c'était un piège, et elle est obligée de passer 3 mois aux enfers. 3 mois durant lesquels Déméter ne fait plus rien pousser sur Terre. C'est l'hiver. Du coup, au printemps, Déméter elle retrouve sa fille. Et là, elle est tellement heureuse de la revoir que tout pousse très rapidement. L'été, après, Déméter est content de voir sa fille. Enfin, là, il n'y a pas trop de mythes sur l'été. Mais sur l'automne, comme l'hiver approche, Déméter est triste car elle sait qu'elle va perdre sa fille pendant 3 mois. Et tout commence à mourir. Voilà la naissance des saisons. Hop. Voilà. Troisième mythe, et celui-là c'est sûrement le plus long et celui qui explique le plus de constellations. Alors avant c'était les saisons, mais ça fait partie de l'astronomie aussi. Hein. On a expliqué les saisons grâce à l'astronomie. On va parler d'Hercule, ou Héraclès pour les Grecs. Alors, à la base, Héraclès ne s'appelait pas comme ça, il s'appelait Alcide. Il est né de Zeus qui a trompé Alcmène en se changeant en son mari, Amphitryon. Il est allé la voir, et de cette union est né 2 jumeaux, enfin généralement des jumeaux, il y en a 2, qui sont Alcide et Iphiclès. Alors Iphiclès, on n'en a pas trop entendu parler, hein, mais Alcide, qui deviendra plus tard Héraclès, lui, on connaît bien. Alors Héraclès, en grec, ça veut dire la gloire d'Héra. Donc sans vous mentir, hein, c'est un gros bras d'honneur qu'on a fait à Héra. On va voir pourquoi. Héra, elle a compris quand même le stratagème de Zeus, mais elle ne va pas intervenir tout de suite. Pendant qu'ils dorment, Alcide et Iphiclès, alors qu'ils sont bébés, hein, vraiment, ils ont, je dirais, pas plus de 2 ou 3 ans, ils dorment sur un bouclier, donc le bouclier de leur père, qui est censé en fait les protéger, mais un jour, 2 serpents rentrent dans leur chambre. À ce moment-là, les 2 petits se réveillent, sûrement l'œuvre de Zeus, dans la mythologie. Alors là, je crois que c'est Homère, mais je suis plus certain. Je sais plus si c'est Homère ou encore une fois Ératosthène. Et comme ils se réveillent, Iphiclès se met à pleurer car il voit les serpents. Il se met à pleurer très fort. Et Alcide, lui, il prend les serpents et il les étrangle. Il les tue comme ça. Les adultes ont été réveillés quand même par les cris d'Iphiclès et arrivent et voient l'œuvre de Zeus, d'Alcide. Alcide, il va grandir un petit peu, et un jour, Zeus, pour rendre plus fort, je pense, Alcide, il l'emmène sur le mont Olympe et le donne à sa femme pour qu'elle le nourrisse. Alors là, la mythologie, encore une fois, a des petits problèmes, je pense, parce qu'on parle qu'il a 3 ans, et Héra, pour le nourrir, va lui donner son sein. Je pense que c'est un peu tard. Enfin, personnellement, je n'ai jamais donné le sein à un enfant, donc je ne peux pas vous dire. Et à ce moment-là, Héra, au moment où l'enfant mord son sein, va reconnaître
va comprendre que Zeus est le père de l'enfant. Et elle va du coup vouloir l'arracher, elle va vouloir le repousser. Comme l'enfant était agrippé à son sein, le sein rond, et un flot jaillit jusqu'au ciel. Hop. Voilà comment est née la Voie lactée. Voilà, elle a un nom, et c'est pas... Dès la mythologie, on savait qu'il y avait un truc qui était bizarre au milieu du ciel, qui n'était pas censé... qui était pas censé être là, ou je sais pas quoi. Donc ils ont appelé ça la Voie lactée. Voilà, c'est notre galaxie. Alors, Alcide, comme vous le savez, il a eu 12 travaux. Parce que quand il a grandi, il s'est marié, il a eu des enfants. Et Héra l'a rendu fou. Elle lui a donné un accès de folie auquel il a tué, pendant ce temps-là, il a tué ses enfants et sa femme. Donc, voilà, je sais plus où j'en étais. Ah oui, il a tué ses enfants et sa femme. Du coup, il doit, on va dire, il doit expier ses fautes, et on lui donne 12 travaux, soi-disant irréalisables par un homme. La première, je l'ai oublié celle-là. Je l'ai oublié dans mon diapo, c'est le lion de Némée. Tuer le lion de Némée, qui a pour réputation de pas pouvoir être tué par une épée, car sa peau est trop dure. On ne peut pas transpercer sa peau, pas grave. Alcide, il l'étrangle sous son bras. Alors, c'est le deuxième truc qui l'étrangle quand même, hein. Il doit bien aimer ça. Et pour que tout le monde se souvienne de son exploit, Zeus élève le lion parmi les constellations. C'est la première constellation. La deuxième, c'est l'hydre. Une de ses autres tâches, c'était de tuer donc l'hydre, je ne sais plus son nom exact. C'est en gros une bête mythologique qui a plusieurs têtes, et si on en coupe une, 2 repoussent. Mais ça ne lui a pas trop posé de problème, puisqu'il les a toutes coupées d'un coup, et il a cautérisé les plaies. C'est-à-dire qu'il les a cramées. À partir de là, l'hydre est morte, en fait, puisque les têtes ne pouvaient plus repousser, et c'est le deuxième animal mythologique que Zeus envoie dans le ciel pour que tout le monde se souvienne de l'exploit de son fils. Plus tard, juste après cet exploit, il est allé se reposer proche de la mer. L'hydre est une créature aquatique. Et pendant la nuit, un crabe géant lui attrape la cheville. Ça le réveille. Il se lève et il écrase le crabe d'un coup de pied. Troisième constellation. Puis, Hercule ayant fait ses 12 travaux, il est considéré comme alors un demi-dieu. On l'envoie au mont Olympe, et ainsi est née la dernière constellation. Je ne sais plus si je l'ai mis après. Je pense pas. Hop. Hercule. Alors Hercule, on la voit très bien en ce moment. Et je ne sais pas si on pourra le faire, mais à peu près ici, il y a un amas d'étoiles. Donc voilà. On pourrait peut-être le faire ce soir, on pourrait peut-être l'observer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Je sais pas si, de toute façon, c'est pas vraiment une conférence qui se prête aux questions, mais généralement les conférences, il y a des questions à la fin, donc voilà. Évidemment, la mythologie, j'en suis bien conscient, tout le monde a sa version. Il y en a plein qui vous diront oui, mais non, c'est pas ce conte-là. Et je leur dirai, vous avez pas tort, mais vous avez pas non plus raison. Et moi, c'est pareil, j'ai pas tort, mais j'ai pas raison. Pour moi, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il y a à peu près autant de mythologie, en fait. Alors évidemment, pas tout le monde connaît la mythologie, hein, mais dans le sens où chacun fait son propre avis sur la mythologie, chacun a ses contes préférés, et c'est pour ça que chacun peut débattre là-dessus. Moi, mon conte préféré, c'est Orphée et Eurydice, et il y en a 50 versions. Orphée et Eurydice, donc Eurydice meurt et Orphée va la chercher aux enfers, mais il n'a pas le droit de la regarder. Certains disent que par amour, il la regarde quand même et elle disparaît, mais la version que moi je préfère, parce que peut-être elle est plus romantique, c'est il la conduit jusqu'aux enfers sans la regarder, jusqu'au port des enfers sans la regarder,
Et arrivée aux portes des enfers, juste avant qu'elle les franchisse, elle tombe. Et par réflexe, il se retourne et la voit. Et à ce moment-là, elle disparaît. Ça, c'est la version, on va dire, plus romantique, dans le sens où, juste par amour, il la regarde et elle disparaît. Mais d'autres préfèrent cette version-là. Et moi, je vais leur dire, bah, tant mieux, moi, j'en préfère une autre. Mais voilà, chacun a sa propre version. Donc voilà, la mythologie, c'est pas quelque chose d'universel du tout. Et moi, j'adore en débattre. Donc si vous avez des questions ou des choses à en parler, moi, je suis dispo. Voilà. Merci pour avoir écouté.